En manchette, aujourd'hui, importante séance d'information à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 21 janvier. Donc, encore aujourd'hui, une journée très froide. Ce soir et cette nuit, ce sera encore pire, à moins que vous aimez beaucoup le froid. On devrait en effet atteindre des records de froid pour un 21 janvier. Hydro-Québec demande même d'utiliser que les appareils nécessaires durant cette période. Un refroidissement extrême de moins 38 à moins 40 degrés est prévu pour la nuit prochaine et samedi matin. Un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé. On parle d'engelure, d'hypothermie, etc. Dimanche après-midi, donc on poursuit les informations, on sait qu'il fera froid. Dimanche après-midi, 23 janvier à 14 h, la municipalité de Saint-Ignace de Loyola invite ses citoyens à participer à une rencontre concernant le centre communautaire, une bonne occasion pour les gens de Saint-Ignace de se faire une idée sur les démarches effectuées et celles à venir, ainsi que sur l'état, donc l'ensemble du projet, du centre communautaire à ce jour. Ça se fera par Zoom. Un lien Zoom sera disponible sur le site Internet de la municipalité. Vous allez à l'onglet Zoom, rencontre centre communautaire. Un document explicatif sera aussi disponible le plus rapidement possible suivant cette rencontre sur le site web de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola à l'onglet Culture et Sport sous la rubrique Projet du centre communautaire. Le document sera aussi disponible à l'entrée du bureau municipal où il sera envoyé par courriel sur demande aux citoyens de Saint-Ignace, donc qui voudront l'avoir donc par courriel sur leur ordinateur, sur leur tablette, etc. On écoute à ce sujet, au sujet de cette importante rencontre pour le centre communautaire, projet en développement à Saint-Ignace. Donc, on écoute le maire Jean-Luc Barthe nous parler de cette rencontre. Dimanche après-midi à 2 h, il va y avoir une mise à jour, on pourrait dire, pour l'information concernant la nouvelle salle communautaire là, que vous voulez faire à Saint-Ignace de Loyola. C'est bien ça, M. Barthe? En plein ça, Mme Yvon, à 2 h, on va présenter aussi, on va présenter ce que DG3A a fait, notre architecte, parce que les plans sont complétés. Donc, on va présenter le projet aux citoyens. Donc, on avait dit qu'à le 23, on leur montrait tout ce qu'on est rendu avec ça. C'est ça. Parce que dans le fond, si on rappelle un petit peu, c'est depuis 2020 que ce projet-là a été en l'air, dans le sens qu'on a eu une consultation publique, il y a eu une approbation. Il faut dire qu'il y a eu une approbation présentement sur les montants de subventions qui sont accessibles. Ça, c'est déjà comme confirmé. Là, ce qu'on va aller, dans le projet, présentement, on va le présenter. Probablement la semaine prochaine ou dans l'autre, on va aller en appel d'offres. Un coup l'appel d'offres va être rentré, là, à ce moment-là, on va aller chercher l'approbation du ministère. OK. Est-ce qu'on avait comme une pré-approbation disant qu'on était éligible à ce programme-là? Oui, là. C'est ça. Oui, on l'a reçu. OK. On a reçu ça au moment un petit peu après qu'on ait commencé déjà. On a reçu comme quoi qu'on était éligible à 60%. OK. Donc, quand elle est en haut de 80, je ne sais pas comment tu calcules ça, là. Mais ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'un coup, quand l'appel d'offres va être sorti, parce qu'à ce moment-là, on va aller chercher l'approbation officielle. OK. On voit que oui, il nous subventionne parce que c'est le maximum, c'est 60%, mais le maximum, c'est 3 millions. OK. Ça veut dire que si le projet coûte 6 millions, ben, ils vont nous donner 3 millions. Là. OK. Donc, on rappelle, c'est ça, vous faites une invitation à tous de contacter la municipalité. Le lien Zoom est sur le site Internet présentement de la municipalité
les gens vont assister à une présentation, je crois, c'est en collaboration avec vous qu'on va le faire, là, mais il va y avoir une présentation PowerPoint et des explications qui vont être données et il y aura des périodes de questions aussi que les gens vont pouvoir poser. C'est en bien ça. Puis le mot de passe pour le Zoom est sur notre site Internet. Et lorsque vous allez cliquer sur le site Internet avant 2 heures, mettons 5 minutes avant, au moins peut-être 10-15, je ne sais pas comment c'est TRB qui va vous autoriser à rentrer. C'est ça, c'est nous qui gérons, là, qui va gérer le Zoom. C'est des services maintenant qu'on offre. Justement, c'est TRB qui va gérer l'entrée. Puis à la fin, à la période des questions, si je ne m'abuse, c'est encore vous qui allez... Oui, c'est ça, parce qu'on va voir le chat, vous allez pouvoir communiquer avec les gens. On va demander aux gens de communiquer par chat. C'est ça qu'on va fermer les micros pour éviter d'avoir une cacophonie. On va avoir votre présentation et par la suite, les questions, les gens vont pouvoir envoyer des questions par chat et on va vous transmettre les questions des citoyens et vous allez pouvoir répondre en direct là, sans aucune, on pourrait dire, sans aucune censure. Et ce que je voudrais dire aux citoyens en même temps, vous me donnez l'occasion, c'est pour la période de questions, je le dis, là, on va accepter des questions sur le projet. C'est ça, exactement. Parce que par d'ailleurs, s'il y a des questions à poser, bien, à la prochaine assemblée, ça va être la même manière. On va être sur Zoom, vous allez pouvoir assister à l'assemblée, ça va être contrôlé par CTRB, ils vont vous donner la même chose que ça va se faire comme dimanche pour les prochaines assemblées, tant si longtemps qu'on va être à 8 là. C'est ça. Est-ce qu'en fin de dimanche aussi, vous allez nous parler des échéanciers? J'imagine quand vous parlez d'appel d'offres, c'est pour la construction de la bâtisse, mais après ça, on va avoir peut-être une meilleure idée de quand on va pouvoir étraîner notre nouveau centre communautaire. On va leur dire c'est quoi l'échéancier. OK. À l'heure actuelle, l'échéancier, on va tout donner ça. On l'a tout en ligne, on a tout écrit. Ils vont tout voir ça sur le PowerPoint. Parfait. L'échéancier que la firme nous a donné. OK. Donc, s'il y a des questions, c'est ça. Donc, s'il y a des questions d'ici à vendredi, on peut toujours téléphoner à la municipalité 836-3376, c'est bien ça. Et avoir des informations supplémentaires. Là, Mme Messier et ses adjoints vont pouvoir répondre à toutes les questions concernant cette journée, cet après-midi d'information. Aussi, je veux spécifier que s'il y a beaucoup de questions techniques, bien, l'ingénieur, M. Steve Fortier, il va être présent. Ah, OK, d'accord, pas de problème. Donc, s'il y a des questions plus techniques, bien, lui, il va pouvoir répondre. OK. Parce que des fois, les questions techniques, moi, je ne suis peut-être pas capable de tout répondre à tout. On n'est pas tous des experts en tout, là. On fait notre possible. Non, vous savez, on a une firme d'architectes des G3A. Ils ont engagé des ingénieurs en électricité et en mécanique. Donc, je ne peux pas répondre sur tous tes points de vue-là. C'est quoi les systèmes qu'on a, c'est ainsi de suite. C'est tous eux autres qui vont nous dire. C'est ça. Bon, ben je vous remercie, M. Barthes, puis on se revoit dimanche. Parfait. Merci beaucoup, Mme Hulot. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Le service régional d'admission du Montréal métropolitain, le SRAM, a lancé le 13 janvier dernier le début officiel des inscriptions au collégial pour la session d'automne 2022, afin de permettre aux futurs étudiants de confirmer leur choix de programme et d'obtenir les dernières réponses à leurs questions. Le Cégep régional de Lanaudière, le CRL, invite ces étudiants à participer à ces activités promotionnelles qui auront lieu dans les prochaines semaines. Compte tenu du contexte actuel, l'activité porte ouverte de chacun des 3 collèges du CRL se tiendra sous forme virtuelle. Via des rencontres planifiées sur la plateforme Zoom, ce sera l'occasion d'en savoir plus sur le Cégep, d'obtenir toutes les informations désirées sur l'un ou sur plusieurs des programmes pré-universitaires et techniques offerts et surtout d'avoir un contact avec les enseignants et les professionnels des différents secteurs d'activité. Pour s'inscrire ou pour obtenir plus de détails, on vous invite à consulter le site web du CRL. Les 3 cégeps, on parle du cégep à l'Assomption, ça se déroulera le 3 février de 18h à 21h. Le cégep à Joliette, le 8 février de 17h à 21h. Et le cégep à Terrebonne, le 10 février de 18h à 21h. Des visites virtuelles 360 degrés des 3 collèges sont disponibles en tout temps sur le site web du CRL
Il est aussi possible de découvrir les établissements, soit pour une visite complète des lieux ou en sélectionnant des locaux précis dans le confort de son foyer. Donc, les futurs étudiants sont invités à prendre quelques minutes de leur temps pour consulter ces informations. Ce sera un coup de cœur assuré, nous dit-on, pour les 3 collèges chaleureux, ayant chacun un cachet unique. 21 janvier, aujourd'hui, c'est le jour du drapeau du Québec. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal lance officiellement sa toute nouvelle campagne nationale de pavoisement, baptisée Affiche ton lys, dont l'objectif est d'encourager les Québécoises et les Québécois à déployer et à faire respecter le drapeau du Québec dans leur milieu de vie. Pour souligner l'occasion, donc, en collaboration avec le Parc olympique, le mât du Stade olympique de Montréal sera illuminé ce soir, donc en ce 21 janvier, par les couleurs du fleur d'Elysée. Pour Marianne Alpin, présidente de la SSJB, notre drapeau, c'est comme notre langue, a-t-elle dit. C'est un puissant symbole de fierté et d'appartenance à la nation québécoise qui va au-delà des bannières partisanes. Il nous représente et nous voulons profiter de son 74e anniversaire pour inviter tous les Québécois à le déployer tout au long de l'année. La présidente en appelle aussi au gouvernement du Québec pour assurer le respect de sa loi du drapeau. Malheureusement, notre fleur d'Elysée, dit-elle, est parfois malmenée chez nous. Il n'est pas rare de le voir en piteux état sur des mâts d'institutions publiques. Des mesures plus serrées de contrôle sont donc réclamées, a-t-elle ajouté. Pour encourager la participation citoyenne à sa campagne, la SSJB met également à la disposition du public, sur le site affichetonlys.québec, une boîte à outils pour aider à la réalisation d'initiatives de pavoisement ou d'actions visant la mise en valeur et le respect du fleur d'Elysée dans la communauté. Enfin, la SSJB invite la population à participer à son grand concours de photos mettant en vedette le fleur d'Elysée. À chaque mois, du 21 janvier au 21 juin, les auteurs de 3 photos sélectionnées par un jury seront déclarés gagnants. Tous les détails du concours sont disponibles sur le site affichetonlys.québec. C'est en 1998 que le gouvernement du Québec a promulgué le jour du drapeau, alors que le fleur d'Elysée fêtait son 50e anniversaire. Un demi-siècle plus tôt, le 21 janvier 1948, le fleur d'Elysée prenait la place de l'Union Jack au sommet de la tour centrale de l'Assemblée nationale. Par décret du gouvernement du Québec, on lui avait alors accordé le statut de drapeau officiel du Québec. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Quelques anniversaires à souligner. En ce 21 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à José Chevalier. Évidemment, on va faire les anniversaires pour ce week-end. 22 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louis Lucier, à Jacques Blain et à José Rondeau. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Annette Vadnet. 23 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Fleurette Guévremont.
c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. En deuxième partie de ce bulletin, nous vous présentons la suite de l'entrevue que nous a accordée Caroline Majot, directrice générale de la FADOC de Lanaudière. Madame Majot nous parle de l'isolement des aînés et des demandes de la FADOC. On écoute la suite de cette entrevue amorcée hier. Est-ce que tu aurais besoin de documentation? J'ai de la documentation ici. Donc, c'est vraiment pour venir soutenir déjà Viactive que nous donnons aussi dans la Naudière. La FADOC soutient les activités de Viactive qui ont été mises sur pause aussi. Mais c'est tout ça fait un continuum et s'imbrique l'un dans l'autre pour motiver les gens à bouger. C'est ça la clé, bouger pour l'intellect, pour le corps, pour tout. Donc, on pourrait dire en terminant que la FADOC, la Naudière est là pour rester. Tantôt, vous avez parlé des 50 prochaines années. Je pense qu'on ne verra pas le 100e anniversaire. Là. Ça serait peut-être un petit peu exagéré d'être optimiste à ce point-là. Mais vous me parlez de santé, vous me parlez de socialisation. Il y a quand même, comme tantôt, on parlait un peu de revendications parce que vous avez beaucoup impliqué, je crois, justement, parce qu'avec la pandémie, ça leur a sorti beaucoup, on dirait pas des inégalités, mais des besoins de ressources qu'il faut demander et qu'il faut revendiquer, je crois, hein, au niveau de la FADOC. Là. Et c'est surtout, je crois, qu'il faut vraiment se positionner collectivement sur ce que l'on veut pour les 50 prochaines années. Est-ce qu'on veut que nos villes, nos quartiers, nos villages, certains endroits névralgiques deviennent des gros dortoirs, tu sais, c'est des ghettos, là, regardons dans certaines villes, je ne veux pas les nommer, mais c'est facile là, à identifier, à repérer. Des gros immeubles, qu'est-ce qui va arriver avec ça dans 20 ans, ces immeubles-là? Et là, les gens qui y ont vécu pendant la pandémie, le gros de la pandémie, puis encore là, pas de visite, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller faire un tour d'auto. Voyons donc, c'est quoi cette vie-là? Est-ce qu'on souhaite ça pour nous-mêmes? Je ne penserais pas. Moi, je veux pas ça pour moi-même. Alors, pourquoi on n'amorcerait pas des réflexions? La FADOC est là aussi pour faire ces revendications-là. Il y a le rapport de Mme Joanne Castonguay qui vient de sortir. Oui. Là. C'était prévisible, c'était envisagé. Puis il va y avoir d'autres pandémies, il va y avoir d'autres virus, il va y avoir d'autres choses comme ça. Pourquoi on regroupe les gens tous sensibles et vulnérables ensemble? Pourquoi on fait ça? Moi, j'y vois pas grand-chose de bon en bout de ligne de faire ça, ni pour l'environnement, ni pour la culture, ni pour la sociabilisation. On sait qu'on a besoin d'être intergénérationnel, on a besoin des plus jeunes, des plus vieux autour de nous pour que ça nous nourrisse. Alors, moi, vraiment, j'aimerais que les gens se positionnent et arrêtent de bâtir puis de financer parce que c'est souvent nos municipalités aussi qui aident là, ces grosses structures-là à naître. Donc, c'est nous, ça, la municipalité, les villes, c'est nous, ça nous concerne directement. Alors, vraiment, mettons de l'argent plutôt en soins à domicile. C'est là où il manque de l'argent, vraiment. Et c'est là l'avenir, le soin à domicile. On reste à la maison, les gens, on le sait, c'est ça qu'ils veulent en bout de ligne. Se retrouver à une place où tu n'as plus rien à faire, pelleter puis te faire à manger, c'est aussi ça, se garder en forme. Oui, c'est ça. Donc, je m'aperçois. Donc, vous n'êtes pas à court d'arguments, vous n'êtes pas à court de revendications. C'est très bien. Vous nous représentez, parce qu'étant aînée moi-même, vous représentez vraiment les aspirations qu'on veut et comme vous dites très bien, c'est pas parce qu'on atteint l'âge de la 50 ou 60 ans qu'on doit se sentir, je ne vais pas dire le mot fini, là, mais je veux dire qu'on doit se sentir rejeté. Je pense qu'on est important. On a beaucoup contribué à la société. On veut continuer de contribuer et je pense que c'est important aujourd'hui d'être reconnu et d'avoir une voix. En tout cas, merci à la FADOC de s'intéresser à nous. Merci beaucoup, Mme Yvonne. D'accord. Bien, merci. Puis on se reparle. Gênez-vous pas. Envoyez-nous vos prochaines activités. On va en parler directement. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Depuis le 14 janvier dernier, pour une 40e année consécutive, la population peut
profiter de la plus longue patinoire sur un plan d'eau naturel au Québec, la MRC de Joliette est heureuse d'offrir cette activité populaire sur la rivière l'Assomption. La population pourra profiter de cette patinoire de 9 km, un long corridor glacé. Tout comme les années précédentes, il sera possible de circuler sur cette rivière gelée à pied, en raquette ou encore en patin. Cette année, la population pourra accéder à la patinoire entre 9h et 17h tous les jours grâce aux 7 entrées aménagées et réparties le long de la rivière sur le territoire de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée. Pour une 40e fois depuis 1982, nous sommes absolument ravis de contribuer à offrir aux gens de la région ce loisir qu'ils apprécient tant. Dans le contexte actuel, rien de mieux que l'air frais de la rivière pour s'aérer l'esprit, a affirmé en souriant le maire Alain Bellemare, le maire Alain Bellemare, qui est préfet de la MRC de Joliette. Les visiteurs sont priés de respecter les indications installées le long des couloirs afin de demeurer en sécurité et de ne pas nuire au travail des équipes d'entretien, de même que les mesures sanitaires en vigueur. Les véhicules motorisés ne sont pas autorisés sur la patinoire et le sentier multifonctionnel entretenu par la MRC est entretenu par la MRC de Joliette, qui invite la population à consulter le site Internet Tourisme Joliette pour connaître l'état de la glace. Ce site est mis à jour quotidiennement. Plus près de chez nous, dans la région de Berthier, mentionnons aussi que le sentier ou les sentiers de la Sirbie, donc sur l'île de la Commune, sont accessibles à tous. Les sentiers de ski de fond sont aussi accessibles. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le site Facebook de la Sirbie. Allons maintenant à la deuxième pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier, à 87 ans, décédée Mme Fleurette Gladu, épouse de feu Ferdinand Bellil, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Bellil, Roland Lévesque, Jean Bellil, Carole Bellil, sa petite-fille Mélanie Demers, Francis Trahan, ses arrière-petites-filles Anaïs et Chloé, ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, ses beaux-frères, Aline Gladu, Marcel Laure, Huguette Gladu, Pierre Dufresne, Marcel Gladu, Élie Bellil, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHC Le Château de Berthierville, le 16 janvier, à 93 ans, est décédée Mme Florence Laforêt, épouse de feu Lucien Dubé, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Dubé, Céline Boucher, Francine Dubé, Richard Ali, Jocelyn Dubé, Hélène Dumontier, Julie Dubé, ses petits-enfants Catherine Dubé, Mathieu Dubé, Marie-Christine Champagne, Jean-Frédéric Dubé, Véronique Arsenault, Marilène Dubé, David Saint-Louis et son arrière-petit-fils Florent Dubé. Ses sœurs, ses beaux-frères, Louisette Laforêt, Régent Savignac, Monique Laforêt, feu Jean-Baptiste Arnois, Pierrette Laforêt-Moreau, Marcel Villemer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique, une cérémonie aura lieu en toute intimité et sur invitation le 13 février, le dimanche, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. À son domicile, le 14 janvier, à 57 ans, est décédé M. Pierre Savignac, fils de Yolande Grandchamp et de feu Claude Savignac, demeurant à Berthierville, ayant précédé sa sœur Micheline, ses frères Jean, Robert et Michel. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère et sa belle-sœur, Daniel Savignac, Louise Chevalier, son neveu et ses nièces, Mélanie, Francis, Marie et Patsy, ses tantes, ses cousines, ainsi que ses amis Mario et Francine.
Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à 83 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de feu Yves Chrétien, demeurant Saint-Gabriel, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien, José Bibeau, ses 3 petits-enfants, David Lambert, Vanessa, Anthony Guertin et Steve Chrétien, son arrière-petit-fils, Ryan Chrétien, ses sœurs, Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime et sur invitation aura lieu à l'église de Saint-Cuthbert le 5 février. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier, à 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville, natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses filles, Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon, ses petits-enfants, Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles, Marie, Liliane, Victoria, ses sœurs, son frère, belle-sœur et beau-frère, Annette Dandonneau, feu Guy Nicole, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires, une cérémonie se déroulera en toute intimité sur invitation le 6 février prochain au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bien, météo, c'est simple. Le mot froid est en priorité. Vendredi, ce soir, donc généralement ensoleillé, le ciel sera beau. Moins 23 ressenti, moins 26. Cette nuit, par exemple, attachez votre tuque. On parle de quelques passages nuageux. Moins 28 degrés ressenti, moins 33. Au matin, samedi, ça ne sera pas beaucoup plus chaud. Ensoleillé avec quelques passages nuageux, moins 27, ressenti, moins 32. En après-midi, samedi, le mercure grimpe un peu, moins 18. On parle de moins 21 dans la nuit de samedi. Dimanche, ça se réchauffe, façon de parler. Moins 13 le matin, ressenti moins 18. En après-midi, dimanche, c'est là, si vous voulez faire de quoi à l'extérieur, c'est le temps. Ensoleillé, quelques passages nuageux, moins 8, ressenti moins 14. En soirée dimanche, on parlera de moins 15, ressenti moins 22. Donc, c'est encore passablement froid. Le plus beau moment pour aller prendre l'air dimanche après-midi. Voilà votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur aux pépites qui vous souhaite une excellente fin de semaine.